Monsieur le maire de Paris. Monsieur le Président, c'est pour moi un noble devoir de vous accueillir en cet hôtel de ville comme le veut la tradition. Et je me félicite de votre présence qui m'offre l'occasion de célébrer l'amitié et l'estime qui unissent le peuple guinéen au peuple de Paris et plus largement au peuple français. Ce geste d'hospitalité et de considération prend aujourd'hui une résonance particulière, Monsieur le Président, puisque votre visite officielle à Paris se trouve être la première au titre d'une haute charge que vous détenez depuis plus de 20 ans. Nous savons tous que cette circonstance exceptionnelle résulte de l'impérieuse exigence de deux souverainetés pleinement autonomes dans le choix de leurs options, de leur diplomatie, de leurs amitiés. L'histoire des relations franco-guinéennes depuis l'indépendance ne me paraît devoir être marquée ni par l'amertume, ni par le ressentiment. Retenons-en plutôt qu'elle illustre clairement le libre arbitre des nations, la souveraine liberté des nouveaux États, et qu'elle fait en outre litière des accusations loin parfois d'être innocentes, selon lesquelles la France n'aurait consenti à l'indépendance des nations africaines que pour mieux assurer son impérialisme. L'exemple de la Guinée témoigne de façon éclatante que les peuples sont les seuls maîtres de leur propre destin. Il démontre aussi que le général de Gaulle, fondateur de la Ve République, en procédant librement à l'émancipation des jeunes États africains et en invoquant leur volonté populaire, le faisait sans calcul et sans arrière-pensée. Pendant toutes ces années, la France et la Guinée, sans pratiquer la coopération étroite et confiante, qui est la marque des relations entre la France et la plupart des pays africains francophones, ne se sont pas ignorés. Tant de liens patiemment tissés, tant d'habitudes prises en commun, tant d'intérêts réciproques entrecroisés, nous conduisaient, même de façon lointaine, à nous regarder l'un l'autre et à nous écouter. J'ai d'ailleurs noté, Monsieur le Président, que vous venez vous-même de déclarer qu'entre la France et la Guinée, il n'y a jamais eu de rupture. Depuis un quart de siècle, ajoutiez-vous, la Guinée a toujours manifesté sa volonté de coopérer et de maintenir des contacts dans tous les domaines. Pouvait-il d'ailleurs réellement y avoir rupture entre la France et l'Afrique, ou une partie de l'Afrique? L'Afrique est un continent où se manifeste une ardente volonté de vivre et d'imprimer sa marque dans l'histoire. Pour ce faire, elle doit se détourner de l'affrontement des idéologies et de la bataille des blocs et rechercher dans un nouveau pragmatisme la mobilisation de ses ressources propres, humaines et matérielles, et qui sont considérables. Pour cette grande tâche, je crois pouvoir affirmer que la Guinée trouvera toujours le peuple français à ses côtés. Soyez assuré, Monsieur le Président, de mes efforts et de mon action personnelle dans ce sens. Je le dis d'autant plus clairement que je suis persuadé de la solidarité de nos intérêts et de notre destin. Leur Afrique n'est pas un concept vague, ni politiquement, ni économiquement, ni stratégiquement. Par l'interdépendance de nos développements réciproques, s'ouvre aussi une volonté d'affirmer la libre détermination des États africains et de l'Europe face aux hégémonies.
Si nous n'en tirons pas ensemble les leçons, craignons alors que ne se réalise la prophétie de Léopold Sédar Senghor dans son admirable Prières au masque. Voici, disait-il, que meurt l'Afrique des empires. C'est l'agonie d'une princesse pitoyable et aussi l'Europe à laquelle nous sommes liés par le nombril. Il nous faut donc réagir et réagir ensemble. Je sais, Monsieur le Président, que vous partagez ces vues. Je sais aussi que vous êtes une voix écoutée en Afrique, notamment par la jeunesse. L'Université de Paris 1. Et il ne vous étonnera pas, j'en suis sûr, que je veuille ici, avec le vôtre, citer un nom, celui d'un homme exceptionnel, admirable serviteur de la grandeur et du rayonnement africain, artisan inlassable de paix et de fraternité. Je veux parler du président Houphouët-Boigny. C'est à son exemple qu'il appartient à tous les dirigeants africains de convaincre et de guider cette jeunesse. Cela est d'autant plus capital que l'Afrique est par excellence le continent de la jeunesse. C'est vrai parce qu'il y a peu d'années seulement, une génération à peine, que ces peuples assument pleinement et librement leur vocation. C'est vrai aussi parce que la grande majorité des Africains est aujourd'hui âgée de moins de 25 ans, ce qui va bouleverser les données de base de tout ce continent vibrant d'espoir et dont l'avenir est décidément entre les mains de sa jeunesse. Vous permettrez enfin au maire de Paris, qui est aussi une grande ville africaine, puisqu'elle compte de très nombreux ressortissants de votre continent, de saisir l'occasion de votre visite pour rendre hommage à leur travail et dire la part qu'ils prennent à la vie de la cité. Soyez assurés de l'intérêt personnel que je porte à leurs conditions de vie et de travail, mais aussi à leur dignité de citoyens africains et de travailleurs français. Monsieur le Président, en vous renouvelant mes sentiments de satisfaction de recevoir en cet hôtel de ville le représentant d'un peuple ami de longue date du peuple français, je forme le vœu de voir les Français et les Guinéens se rapprocher encore et pratiquer ensemble une longue et confiante coopération. Inspirons-nous des sages paroles de Carlo Fuentes. Nous ne sommes venus au monde que pour nous connaître. La terre ne nous est donnée que pour un temps. Vivons donc en paix, vivons ensemble. Monsieur le Président de la République de Guinée, c'est de dire merci, sincèrement merci aux dignes et distingués représentants de la mairie de Paris pour l'occasion qu'ils nous offrent de prendre contact avec d'immenses personnalités, authentique expression de la volonté démocratique des citoyens et citoyennes de la cité parisienne. Et à travers elle, de pouvoir saluer
avec solennité, avec sincérité et vigueur, le vaillant peuple de France. Nous vous disons merci parce que nous saisissons la signification de cette assemblée. Elle est le témoignage concret d'une volonté, celle de consacrer solennellement l'amitié entre la Guinée et la France. Et c'est pourquoi elle dépasse les dimensions singulières de la ville de Paris pour atteindre à celle de la France tout entière. Monsieur le maire, vous avez prononcé quelques mots qui ont une résonance en nous. Vous nous permettrez de revenir sur certains. Vous avez parlé de l'histoire des rapports entre la France et la Guinée. En un mot, l'histoire des peuples. Vous avez parlé de l'espace où les hommes naissent et passent pour se connaître, vivre ensemble une partie du temps. Qui parle du temps. Nous allons résumer donc nos impressions en quelques mots ou en une image centrale. L'espace, le temps, le peuple. Dont la dimension réduite est l'homme. Le monde existe il y a des millions d'années. La haute autorité de l'audiovisuel a désigné aujourd'hui les nouveaux PDG de Radio. Et la préhistoire nous marque que la limitation des connaissances humaines auxquelles échappe une partie du temps. D'autre part, en Allemagne, crise gouvernementale. Les 4 ministres libéraux ont démissionné. Si le monde existe il y a des millions d'années, cette continuité est bien marquée dans l'histoire de chaque pays. Et cette continuité a engendré des valeurs particulières. Les peuples s'étant constitués, chacun dans une partie de l'espace avec ses caractéristiques particulières. S'étant organisés à partir de leur volonté propre, les peuples ont ainsi imprimé à leur propre vie la portée historique de leur propre combat sur la nature, en vue d'être et en vue de se développer. L'Afrique a toujours existé, l'Europe a toujours existé, l'Europe, l'Amérique, toutes les parties du monde. Et ceux qui croient en Dieu attribuent l'existence de l'espace à la créativité infinie du Tout-Puissant qu'est Dieu. Nous sommes de cette catégorie. Ceux qui ne croient pas en Dieu pensent que le monde s'est créé de lui-même. Mais tous reconnaissent que chaque peuple s'est constitué à travers une lutte pour sa survie, pour son développement. Que chaque peuple a fait montre de génie créateur. Car toute la culture résulte du combat des peuples. La qualité de la vie s'est constamment améliorée en tant qu'expression de la créativité dont chaque peuple a fait montre.
Il y a donc ce que l'on peut appeler les lois générales de l'évolution, lois auxquelles ont obéi rigoureusement tous les peuples, au-delà de la couleur, au-delà de la nationalité. Il y a aussi les conditions spécifiques qui ont marqué l'évolution de chaque peuple. Si l'espace est unique, il est également différent d'un endroit à un autre. Et jamais deux peuples ne se sont trouvés dans des conditions historiques identiques, ne se sont trouvés dans des conditions d'espace identiques. D'où la prise en considération, la prise en charge du particulier caractéristique de l'identité, de la personnalité de l'homme et du peuple. Mais ce qui fait la communauté de destin, à laquelle vous avez brillamment fait référence tout à l'heure, c'est la vocation de tous les peuples à vivre libres et heureux. L'aspiration de tous les hommes à se soustraire à toutes les contraintes, à toutes les nécessités en vue d'assurer l'épanouissement intégral de ses facultés, d'accroître constamment ses capacités d'action dans la recherche infinie d'un bonheur également infini. Nous sommes les mêmes. Si nous sommes noirs, blancs, jaunes, nous les croyants disons que c'est pour la beauté de l'humanité que Dieu a créé les conditions déterminantes de la diversification de la couleur de l'épiderme. Mais les hommes sont les mêmes. Tous sont porteurs des mêmes génies. Tous ont les mêmes aspirations. Nous aimons à dire qu'il n'y a d'ailleurs de valeur authentique et véritable que celle ayant une portée historique et sociale. Une valeur à travers le temps qui se maintient, une valeur qui a une utilité pour l'homme et pour le peuple, et qui a donc une portée sociale, est une valeur véritable. C'est pourquoi les différences qui existent entre les peuples ne sauraient être ramenées qu'à deux conditions déterminantes. La première, l'avantage de la nature. La deuxième, la créativité, l'état de conscience et de volonté du peuple concerné pour se réaliser en réalisant son bonheur. Je vais vous donner l'exemple. Deux groupes d'hommes. Un constitué d'ingénieurs, de grands savants de toutes les spécialités. Un autre constitué d'analphabètes. Deux groupes d'hommes, mais qui vont être placés aussi dans des conditions différentes. Les hommes scientifiques, on les place sur une terre inculte, impropre à toute activité agricole. Les conditions écologiques ne permettant aucune transformation en faveur de l'alimentation de l'homme. Le groupe constitué d'analphabètes se trouve dans des conditions naturelles meilleures et peu d'efforts aboutit à la satisfaction des besoins alimentaires de ce groupe. Donc, dans les différences qui marquent l'évolution des sociétés, il y a d'abord une part de la nature. Deuxièmement, si on mettait les deux groupes dans des conditions identiques, la réponse est facile. Le groupe de scientifiques valoriserait en un minimum de temps les possibilités potentielles et atteindrait à un niveau élevé de bien-être, alors que le groupe d'analphabètes continuerait à végéter.
Mais cela indique aussi que la culture joue un rôle. L'intelligence est un moteur de la volonté. La conscience est le phare de l'histoire des peuples et des hommes. Cela indique enfin que les valeurs socio-humaines doivent être les premières pour guider les valeurs matérielles. Si l'homme est chair, os, il est aussi esprit. Et sa supériorité ne peut être fondée que par la justesse de sa pensée, de l'esprit qui va régir son comportement, de la finalité qu'il assigne à toute activité physique. Et c'est pourquoi ce qui est commun à tous les peuples et qui peut servir de fondement à leur amitié, à leur coopération sincère et durable, c'est encore la culture. Nous le disons bien. Ici, on ne voit pas la couleur, on ne sentira pas la nationalité, on retiendra l'utilité de l'idée et les motivations de l'homme, du peuple, pour dynamiser le comportement et améliorer la qualité de l'existence. La Guinée a eu le privilège historique du XIIIe siècle jusqu'au XIXe à abriter la capitale des grands empires de l'Ouest africain. Et le peuple guinéen a tiré profit de cette phase historique en comprenant la valeur de l'indépendance et de la souveraineté. La nécessité pour l'homme, pour qu'il soit homme, d'être responsable de sa vie. La dignité exprimant cette indépendance, cette responsabilité de l'homme face à la vie. Et c'est pourquoi, mes chers frères, ne soyez pas du tout étonnés. Si la Guinée a été seule, peut-être, à choisir la voie de l'indépendance, alors que les dispositions de la nouvelle constitution fondant une communauté franco-africaine apparaissaient comme généreuses. Mais le sens de la liberté était très aiguisé. Un deuxième facteur, les jeunes de Guinée s'étaient mobilisés pour des raisons qui vous échappent en France. Notre pays n'avait pas connu de parti politique au sens vrai du mot, mais des mouvements à caractère tribal qui organisaient la lutte intrasociale. Et c'était d'ailleurs les autorités coloniales qui exerçaient le rôle d'arbitre, tellement les contradictions étaient formelles et plutôt étaient sérieuses et nombreuses. Nous étions à peine une douzaine de jeunes, âgés de 17 à 25 ans, à prendre la décision de transposer notre amitié sur les bancs de l'école dans les structures d'un parti qui aurait un contenu national. Deuxièmement, en Guinée, les femmes étaient considérées comme des esclaves. La femme était considérée comme une marchandise. On se la passait, je m'excuse de l'expression, mais c'est vrai. Notre parti a pris position contre toutes les faiblesses, toutes les insuffisances, toutes les inégalités que connaissait notre société et a élaboré un programme qui a servi de motivation à tous, au-delà de la couleur, au-delà du sexe, à adhérer au Parti national, qui était un parti d'opposition et qui pendant 6 ans est resté un parti d'opposition et n'a pu être le parti dominant qu'à la 9e année. Mais la Guinée était déjà en mutation politique.
Moi, que vous connaissez comme leader, je ne suis pas de Conakry. Aucun de mes parents n'a vécu la ville de Conakry. Mais opposé aux citoyens de Conakry, nés à Conakry, de souche conacrienne, le peuple m'a plébiscité avec 78% des voix comme maire de la ville de Conakry. C'était la preuve déjà d'une mutation politique que, sur le plan idéologique, sur le plan politique, le peuple voulait d'une nation et s'engageait dans la construction de cette nouvelle réalité. Aussi, la liberté qui nous est chère a fait l'objet du contenu de toutes nos conférences. On attribue à une incompréhension entre le général de Gaulle et nous l'avènement de l'indépendance de la Guinée. Monsieur le maire, vous me permettrez ici de rendre un hommage solennel au général de Gaulle et de vous dire, certes, nous ne sommes pas de même idéologie, mais nous reconnaissons le rôle historique de premier plan qu'il a joué au niveau de l'histoire de son pays, la France. Nous avons vu en lui un patriote sincère, dominé d'une volonté de donner à la France non seulement sa liberté pour la reconquérir, mais sa personnalité et sa dignité. Et nous pensons qu'il est resté conforme à ses objectifs qui s'étaient fixés. Nous reconnaissons un deuxième fait. N'eût été le général de Gaulle, peut-être que l'indépendance de la Guinée serait toujours une réalité de l'avenir, mais pas celle de l'année 58. Nous lui sommes redevables de l'indépendance de la Guinée. Une analyse des faits démontre que c'est parce qu'il a un sens de dignité qu'il y a eu cette parfaite harmonie entre le dire et le faire. Alors que le projet de constitution était un peu équivoque quant à l'accession immédiate, mais la phrase prononcée par le chef du gouvernement français à Conakry disait au peuple guinéen, si vous voulez l'indépendance, vous pourrez la prendre le 29 septembre. Et je garantis au nom de la France qu'aucun obstacle ne sera dressé sur votre chemin. En France, il y a eu des partis politiques qui disaient, ah, c'est une personnalité, le chef du gouvernement qui a fait la déclaration, mais il faut une réunion de l'Assemblée, il faut telle et telle procédure. Il a dit non. Et la Guinée, sans effusion de sang, a fait le passage qualitatif d'un stade colonial à un stade d'indépendance totale, de souveraineté totale. Et chaque fois que nous ferons l'histoire de notre pays, nous rendrons hommage à celui que nous considérons comme élément déterminant de cette accession de la Guinée en quelques heures après un vote. C'est ça. Et d'ailleurs, en signe de reconnaissance, tous les ouvrages que nous avons eu à publier. Le 28e tome sortira ce mois-ci, des presses. À chaque sortie, le premier exemplaire lui était adressé au général de Gaulle de son vivant. Nos positions sont des positions rationnelles, non passionnelles. Nous pensons que la grandeur de l'homme, tout comme la grandeur d'une nation, ne saurait être exprimée valablement que par l'esprit sous-tendant ses attitudes, ses activités. Et c'est pourquoi, avec la France, nous n'avons jamais eu de rupture réelle. Il y a eu l'incompréhension, il y a eu même des animosités entre quelques groupes et nous. Mais quant au peuple français, le peuple français que nous connaissons, que nous admirons, il n'y a pas eu de rupture, il ne peut pas y avoir de rupture. Pourquoi? Notre fusion totale est faite dans la communauté des idéaux choisis. Et soyez sûrs
que la Guinée est sans complexe. Elle a voulu faire montre de responsabilité, de dignité. Et souvent, à l'extérieur de l'Afrique, l'image que l'on a de l'Afrique, c'est cet homme mendiant, assis au carrefour de la rue ou devant une mosquée avec les mains tendues pour recevoir l'aumône. Et même ceux qui, par générosité ou par compréhension de la nécessité de l'aide, apportent cette aide, ils la font souvent dans des formes blessantes. Nous disons, quant à nous, l'histoire, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond sans fin. Pour valoriser l'existence de l'homme, il faut nécessairement avoir une conscience historique, et une conscience sociale, et une conscience politique, et une conscience économique, et une conscience culturelle, et une conscience humaine en un mot. Ce n'est pas le degré de richesse ou de pauvreté qui servirait chez les hommes intelligents à sa classification, mais c'est ce qu'il aura représenté sur l'échelon universel de la pensée universelle. C'est cela qui se confondra avec lui. Mais la singularité qui a marqué l'accession de mon pays à l'indépendance a été malheureusement exploitée contre le peuple français qui a été induit en erreur. Parmi ceux qui sont là, beaucoup sont venus avec générosité. De ce monsieur Sékou Touré, on en a longtemps parlé. Je ne le connais pas, je voudrais le voir. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup sont venus en répondant à votre invitation. Et beaucoup se posent la question, quel est cet homme? Je voudrais vous mettre à l'aise. Cet homme est un fils de la Guinée. Cet homme est un être simple qui a commencé la vie à 17 ans, qui n'a bénéficié que de l'enseignement primaire. Cet homme a été brimé tout jeune. Un arrêté interdisant au secteur public et privé de lui donner un emploi. Cet homme n'avait rien. Et au moment où pour la première fois son parti, le Parti démocratique de Guinée, l'avait choisi pour être le candidat député pour le Parlement français, il lui était réclamé 5 000 francs. C'est-à-dire 50 francs français aujourd'hui. Cet homme, pendant un mois, était incapable par lui-même de trouver les 5 000 francs. Mais cet homme était déjà dans la conscience des travailleurs de Guinée. Il assumait les fonctions de secrétaire général de l'Union territoriale des syndicats. Et celle plus importante, de premier responsable de la Confédération panafricaine des syndicats. Cet homme n'a pu obtenir les 5 000 francs que lorsque les dockers de Conakry ont appris l'incapacité du candidat à se faire inscrire, faute d'argent, avait donc organisé une souscription pour amener les 5 000 francs. Je suis le fruit de mes frères et de mes sœurs. Et les femmes de Guinée ont pris position pour cet homme, unanimement. Et je ferai de telle sorte qu'elles n'aient jamais regretté leur mobilisation. C'est pourquoi dans notre ligne, dans notre programme, l'émancipation de la femme n'est pas prévue comme un acte de solidarité, mais comme une obligation. Il s'agit davantage de l'émancipation de l'homme qui brime et exploite la femme que celle de la femme. Voilà notre conception et nous la traduisons systématiquement dans toute la législation depuis que nous sommes indépendants. Et vous pouvez voir à l'université, à toutes les écoles, nous exigeons l'égalité de chance, l'égalité de l'effectif.
dans la vie à l'Assemblée. Nous avons 42 députés sur une Assemblée de 210, dans le gouvernement, dans tous les appareils de direction. Cet homme aussi a été soutenu par les jeunes parce qu'il avait dirigé le mouvement de la jeunesse. Mais cet homme était esclave d'une tradition familiale. Mes deux grands-parents ont assumé un rôle de premier plan. Nous qui parlons de démocratie populaire, nous provenons de la féodalité. Car mes deux grands-parents ont été chefs, empereurs. Les deux sont morts en exil. L'un à Madagascar, l'autre au Gabon. Mais la Guinée verra l'avènement de la démocratie, l'avènement même du style révolutionnaire grâce à notre groupe. Et ce sont des options sincères. Cet homme donc n'a aucune haine à l'égard de qui que ce soit. Et, monsieur le maire, je vous donnerai, tiré des archives, quelques extraits des discours tenus lorsque le général de Gaulle, président de la République française, était venu à Conakry. Nous avons tout fait, mais l'incompréhension était totale. Mon collègue, le président de la République française, M. François Mitterrand, était un ami personnel. J'ai appartenu au même groupe parlementaire que lui, le groupe UDCR-RDA. M. Félix Houphouët-Boigny était notre président, mais j'étais vice-président du Rassemblement démocratique africain, le premier leader syndicaliste de l'Ouest africain. Nous disons donc que nous avons voulu maintenir nos liens et même faire affermir l'amitié, la confiance entre la Guinée indépendante et la France. Mais il y a eu contradiction due à la nature viciée des communications. Ici, le peuple français, je m'excuse de l'expression, n'a souvent entendu ou lu que des contre-vérités. Ah, si je pouvais ici être considéré comme l'homme, le militant, sur une place publique, avec n'importe quel homme, discutant devant le peuple français, de n'importe quel thème, de n'importe quel sujet, j'aurais été plus heureux. Parce que j'aurais abandonné le protocole et j'aurais pu clamer certaines vérités. Ceux qui sont venus à l'appel de M. le maire nous accueillir, j'ai dit certains sont des amis, d'autres ne savent pas pourquoi, pour qui ils sont venus. Je voudrais que vous reteniez une seule image, c'est celle d'un homme sincère, un homme qui n'a pas de complexe. Un homme qui n'a aucune rancune. Un homme qui voudrait bâtir avec les Français un avenir merveilleux de coopération entre la France et son pays. Cela est sincère. Mais nous connaissons un fait, chaque pays, quel que soit le niveau de son développement historique, a des besoins. L'homme sans besoin n'existe pas. Car le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins et le bonheur est sans fin parce que les besoins sont sans fin. Si on peut limiter les besoins physiologiques, mais les besoins culturels sont sans fin, l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Nous sommes venus donc exprimer cette volonté sincère de coopération durable avec la France, avec son gouvernement, avec tous les milieux. Mais nous ne venons pas tendre la main.
nous ne quémanderons jamais. Nous nous comporterons toujours en homme responsable, en peuple responsable et digne. Nous disons la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons de rester dignes. Nous respecterons tous nos engagements. Voilà donc, Monsieur le maire, la signification que nous accordons à l'occasion que vous avez bien voulu nous offrir à nous adresser à ces illustres personnalités représentant les différents milieux de la ville de Paris et donc de la France. Nous vous disons encore merci. Nous vous disons jugez-nous par nous-mêmes et non par ce qu'on dit de nous. Et pour vous mettre à l'aise, avec votre permission, Monsieur le maire, je ne voudrais pas abuser du temps. Quel est le mot qui vient à l'esprit du français? En Guinée, il n'y a pas de droit de l'homme. Voilà ce qui est chanté. J'aiderai les auteurs en faisant un poème sur leur création et en les ridiculisant. Je vous assure, au nom de tout ce qui m'est cher, de mes grands-parents qui ont symbolisé la résistance africaine, de moi-même qui ai dirigé, organisé cette résistance jusqu'à l'indépendance, en tant que leader des syndicats, leader des jeunes, jamais un homme en Guinée n'a été poursuivi pour raison politique, raison de délit de presse, raison de délit de parole. Si vous lisez mes thèses philosophiques, pour moi, il n'y a pas de raison d'État. Et nous sommes le seul pays à avoir perçu la fusion nécessaire entre l'État, le parti et le peuple en créant une phase historique, celle du parti-État. Vous n'avez qu'à lire les thèses philosophiques justifiant cette entité. Aucun individu en Guinée ne peut exercer une parcelle de l'autorité du pays, de la souveraineté nationale, sans avoir été élu par le peuple. À 17 ans, tout le monde est électeur. Aucune loi ne peut être votée par le Parlement guinéen sans avoir été soumise sous forme de projet à tous les villages et à tous les quartiers pour que le peuple le discute, en détermine d'abord la moralité en laissant au Parlement le soin de donner la forme régulière à la loi. Aucun peuple ne le fait. Nous sommes d'une démocratie avancée. Et ce n'est pas par orgueil quand je dis que notre système démocratique est en avance. Je voudrais que les plus sceptiques viennent en Guinée. Monsieur le maire, j'ai connu au hasard votre illustre adjoint qui était venu en Guinée et qui m'a fait l'honneur d'une visite, sachant très bien que tout Français qui viendrait à Conakry viendrait avec un héritage de l'action nocive de la presse. Je lui ai demandé de bien vouloir se promener avec moi un peu. Allez circuler s'il vous plaît.
Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, quelle signification doit-on donner à votre visite en France? Une signification politique, de reprise de contact, aussi une signification humaine, parce que ce contact me permet de retrouver d'anciens amis, d'anciens collaborateurs. Monsieur le Président, comment jugez-vous l'évolution des relations franco-guinéennes? Êtes-vous satisfait? Je suis convaincu que les relations franco-guinéennes connaîtront un avenir merveilleux, à raison de la volonté politique commune, de la disponibilité du chef de l'État français, de celle de la Guinée, et aussi à raison de l'identité des idéaux que nous poursuivons, aussi bien en Guinée qu'en France. Mais n'y a-t-il pas quelques points de divergence entre la France et la Guinée, Monsieur le Président, qui subsistent? Une coopération enregistre toujours quelques divergences parce que chaque peuple a son identité, sa personnalité et connaît ses problèmes spécifiques qui le préoccupent. Mais ce qui est l'essentiel ici, ce qui est le référentiel, c'est l'identité d'idéaux, l'identité d'objectifs assignés et une action commune de deux, de trois ou de plusieurs États. Monsieur le Président, on a dit que le contentieux qui subsistait le dernier pourrait porter sur les droits de l'homme, la conception que chaque pays se fait. Est-ce que vous avez abordé ce sujet avec... J'ai convoqué en 1978 à Conakry un colloque idéologique international auquel ont participé plus de 200 personnalités de tous les bords politiques, et la Guinée et la France. Il y avait des représentants sur le thème droit du peuple, droit de l'homme. Monsieur le Président, au cours de votre visite à Paris, est-ce que vous allez évoquer avec les autorités françaises les grands problèmes qui préoccupent l'Afrique actuellement, tel le problème du Sahara, tel le problème Évidemment, cela va de soi. Cela va de soi. Tous les problèmes seront évoqués. Nous avons intérêt à faire les communications indispensables à la meilleure compréhension des positions prises par les uns et par les autres. Et que pensez-vous de la crise qui prévaut actuellement au sein de l'OUA? Au sein de l'OUA, la crise qui prévaut était d'abord prévisible, elle a ses causes déterminantes. Ce que j'ai pu dire ici, c'est que la crise sera résolue. Est-ce qu'il y a eu des pas en avant à la suite des contacts et des voyages que vous venez de faire Oui, il y a eu des pas en avant et je suis sûr que tous les gouvernements africains, tirant les leçons justement des conditions qui ont amené cette crise, feront montre de capacité intellectuelle et politique pour résoudre la crise afin d'assurer un fonctionnement régulier à l'OUA, qui est un outil indispensable, en tout cas utile
Monsieur le Président, à l'évolution du continent. Monsieur le Président, avant Paris, vous êtes rendu dans plusieurs capitales occidentales, notamment les États-Unis, à Bonn et à Madrid, et aujourd'hui à Paris. Alors, est-ce que cela vous rend optimiste quant à la politique d'ouverture que vous désirez pratiquer? Et je dois dire que ici le peuple français a été induit en erreur en faisant croire que la Guinée était isolée. La Guinée a abrité depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui le plus d'ambassadeurs que la plupart des pays africains. Vous pouvez vous faire renseigner. Monsieur le Président, je n'oublie pas que vous êtes également président de la conférence islamique, que vous occupez notamment du conflit Irak-Iran. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que les négociations ont un petit peu avancé? Et de quoi avez-vous parlé à Fès pendant votre escale? Je dirais que le conflit entre l'Iran et l'Irak est un conflit malheureux qui préoccupe toute la communauté musulmane. Et en tant que président du comité islamique de paix, nous avons engagé des efforts constants. Et même dans une semaine, nous reprenons nos initiatives avec l'espoir que l'Iran comme l'Irak, ayant tiré les leçons des conséquences catastrophiques de ce conflit, sous la forme de perte de vie humaine et de biens matériels, accepteront les nouvelles propositions qui leur seront faites par le comité islamique de paix. La conférence de M. Godzabé, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui. Monsieur Godzabé a été exécuté dans cette nuit. S'il te plaît. Oui. Monsieur le Président, Monsieur Godzabé a été exécuté dans la nuit cette nuit. Pouvez-vous nous dire votre sentiment? À exécuter. L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Ouais. Sadegh Khodzadeh. Oui, je le connais, mais je n'ai aucun avis à émettre. J'ai une haute responsabilité, celle de présider Monsieur le Président. le comité islamique de paix en vue de réconcilier l'Iran et l'Irak. Je ne m'amuserai pas à me prononcer sur un problème que je considère interne. Monsieur le Président, au sein de l'opinion française, en particulier au Parti Socialiste, des voix se sont élevées ces derniers jours pour émettre ce qu'on peut appeler des réserves sur le respect des droits de l'homme ou les violations des droits de l'homme en Guinée. Et je pense que vous aurez peut-être à ce sujet des conversations dans les jours qui viennent avec certains responsables français. Que comptez-vous leur dire? J'ai dit que la France a été induite en erreur. Aucun individu n'a été poursuivi en Guinée pour délit de presse, délit de parole, pour activité politique. Je suis un leader syndical connu du monde entier. Et la liberté, la dignité de l'être et du peuple me sont chères. Il y a eu en Guinée ce que vous avez toujours ignoré, une agression préparée par l'impérialisme qui en voulait à la Guinée. Des Guinéens se sont enrôlés dans des camps où ils ont subi la préparation militaire. Ils ont emprunté des avions étrangers. Ils sont venus débarquer le 22 novembre dans la nuit à Conakry. Ils ont massacré 360 personnes. Ceux-là ont été arrêtés par le peuple guinéen. Ils ont été jugés. Certains ont été condamnés. Ce n'est pas une question de droit de l'homme là. La France nous a donné l'exemple. Et je disais, Historia, votre revue, numéro 36, numéro 41. Vous parlez de l'histoire de la France. Là, ce ne sont pas 8 qui ont été exécutés, mais des centaines, plus de 100 000 personnes ont été exécutées par le peuple français. Et le peuple français a raison. Il a incarné là la volonté, la dignité de tous les peuples du monde. Et quand la Guinée, victorieuse, des agresseurs, des mercenaires, applique à ceci la loi qu'elle a décidée d'elle-même, pourquoi voulez-vous rattacher ce fait à une question de droit de l'homme? Est-ce que l'homme français, le Parisien, a droit aujourd'hui de mettre le feu à tous les biens des populations de Paris? Je ne pense pas. Il ne faut jamais opposer le droit de l'individu au droit de la société. L'indépendance, la souveraineté sont des droits collectifs, conquis par le peuple de Guinée. Et ceux qui veulent attenter à l'indépendance et à la souveraineté de la Guinée sont des traîtres quand ils sont des Guinéens. Mais ici, on essaie de faire croire qu'il s'agissait des Français.
Aucun n'est français, tous sont des fils de Guinée. Certes, ils avaient épousé des Françaises, mais la double nationalité, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'un Français qui épouse un Américain et qui vit en Amérique, avec sa femme américaine, plutôt, je m'excuse, un Français qui épouse une Américaine, qui vit en Amérique avec sa femme, et qui porte, que l'Américaine, son épouse, porte atteinte à la souveraineté de son État, l'Amérique, ou non, le peuple américain, les juridictions américaines ont le droit de juger celle-là. Et quand elle sera jugée et condamnée, est-ce que le gouvernement français pourrait poser des questions au gouvernement américain pour qu'on lui parle du sort réservé à cette Américaine? Écoutez, nous avons trop de respect pour la France. La Révolution française est pour nous un symbole. Et nous aimerions que ceux qui parlent au nom de la France expriment la logique française, les valeurs chères à la France, le patriotisme, l'amour de la patrie est une valeur, la défense de la liberté est une valeur, la défense de la souveraineté est une valeur. Et alors, quand la Guinée défend ces mêmes valeurs, vous voulez l'accuser de quoi? Pour rester fidèle à elle-même. Je vous demande de laisser le problème des droits de l'homme, mais à titre personnel, s'il y a quelqu'un qui voudrait mieux connaître cette Guinée, je l'invite à y venir. Je l'invite à prendre tous les contacts dans tous les milieux qu'il désirerait. Et lui, il viendra ici comme propagandiste de la révolution guinéenne. Parce qu'il aura découvert que les droits de l'homme sont mieux respectés en Guinée que dans certains pays du monde. Monsieur le Président, qu'en serait-il des relations entre la France et la Guinée dans l'avenir? Les relations entre la France et la Guinée, pour moi, sont bonnes et elles continueront à se développer sur la base de la confiance et du respect mutuel. Merci. Merci. Pendant 12 ans, depuis 12 ans maintenant, nous attendons des nouvelles de nos maris. Ce n'est que cette année que le président Sékou Touré a reconnu en avoir exécuté certains. Nous nous sommes constitués en association pour avoir soit la libération des survivants, qu'on nous avait annoncé pendant des années, des survivants, soit la délivrance par la Guinée d'un acte de décès pour les décédés. C'est le minimum qu'une veuve et que des orphelins peuvent demander. Quel est exactement le sens de votre démarche ou disons de votre combat? Eh bien, nous nous battons depuis 10 et 12 ans. Vous avez ici la pile de dossiers qui représente 10 ans d'efforts inutiles pour arriver à une réponse à la question que nous nous posons. Que sont devenus nos maris? Ils ont disparu entre 68 et 72 et nous n'avons depuis eu aucune information sérieuse, que des rumeurs contradictoires, officielles ou officieuses, mais officielles surtout. Il y avait des vivants, il n'y en avait pas, ils sont morts, nous n'en savons rien. Les dernières réponses reçues du gouvernement guinéen par
le Quai d'Orsay, à la fin du mois dernier, indique que 7 sur les 8 ont été exécutés en 71 et que le 8e, le mien, se serait évadé à une date tout à fait impossible puisqu'il n'a été arrêté que 18 mois plus tard. Oui, alors, qu'attendez-vous concrètement du gouvernement français notamment? Le gouvernement français, nous lui avons demandé d'éclaircir la situation puisque le gouvernement français nous a lui-même annoncé en juin 81 des survivants, 3 ou 4. Maintenant, il nous annonce que le gouvernement guinéen dit il y a 7 morts et un évadé. Devant ces contradictions, il faut bien élucider le mystère, puisque nous vivons, nous, dans l'incertitude. Et le président Mitterrand lui-même nous a écrit « L'incertitude est la pire des tortures ». Donc nous attendons qu'il éclaircisse ce mystère, qu'il demande pourquoi, en 1978, le président Sékou Touré a promis de libérer nos maris. Étaient-ils déjà des cadavres en 1978 ? C'est la moindre des choses aussi que si ces hommes ont effectivement été exécutés, leurs veuves et leurs orphelins possèdent un acte de décès. Et non pas un acte de décès fictif délivré par un juge d'instance parisien qui, sur la foi des présomptions de ceci ou de cela, mais un acte de décès délivré par la Guinée, puisque c'est la Guinée qui est l'auteur de la disparition de nos maris. Il faut que la Guinée nous dise pourquoi nos maris ont été arrêtés, qu'il nous délivre copie des actes de jugement s'ils ont été condamnés et copie des certificats d'inhumation s'ils ont été inhumés. Oui, absolument. Tout le monde comprend évidemment le caractère très pénible de votre situation, mais est-ce qu'il n'est pas un petit peu irréaliste, enfin, d'essayer d'obtenir du gouvernement français ces choses-là, quand on sait, hélas, qu'il y a des intérêts politiques et surtout économiques entrent en jeu? Dans notre combat, monsieur, nous nous sommes toujours heurtés effectivement à la raison d'État. On a mis derrière la raison d'État des intérêts politiques ou économiques, je n'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Je sais simplement que le gouvernement français actuel nous a donné des engagements écrits où précisément le président Mitterrand disait qu'il est des circonstances comme la nôtre où un président de la République doit savoir donner à l'honneur et au cœur la préséance sur la raison d'État. Nous sommes convaincus que notre cas particulier, qui est certainement très particulier, il y a des milliers de disparus en Guinée, nous représentons 8 disparus, mais nous sommes convaincus que la visite représente la raison d'État. Et notre problème, c'est l'honneur et le cœur. Il m'aurait fallu, dans l'optique de cet engagement écrit que nous avons, il aurait fallu régler le problème des maris de Françaises en préalable à la visite, pour ne pas perdre l'honneur. C'est notre avis. Remerciement et pour mettre réussite. Je tourne le cerf. Reste là, vas-y. Des contacts directs avec plusieurs milieux. Milieu officiel, milieu privé. Nous avons fait l'objet d'une réception inoubliable au niveau de la présidence, au niveau de la municipalité de Paris, au niveau du Conseil national du patronat français. Les contacts sont très encourageants et sont pour nous le gage du succès de la coopération qui va s'organiser entre la France et la Guinée. Justement, quelles sont les perspectives de cette coopération? Les perspectives, c'est de mettre en commun les éléments utiles à l'économie de la France et de la Guinée, réaliser des objectifs communs de développement par la valorisation de certaines potentialités économiques de la Guinée. Cela suppose bien entendu une volonté politique, aussi des principes et des bases justes. Cela a été l'objet de nos conversations
je vous dis que nous sommes très satisfaits des résultats de nos conversations. Avez-vous invité le président Mitterrand à se rendre à Conakry? Monsieur Mitterrand, le président de la République française, est permanemment invité à Conakry. Qu'a-t-il répondu? Non, je vous dis qu'il est permanemment l'invité du peuple de Guinée, qu'il a toujours considéré comme un ami, et un ami sincère. Avant qu'il ne soit président, il a effectué plus de 4 visites, au moins 4 visites en Guinée, au moment où la Guinée était presque en difficulté avec la France officielle. Et maintenant que M. François Mitterrand est le représentant du peuple français, je crois que la Guinée l'accueillerait avec la même confiance, la même estime. C'est bien ça, Le président de la République. Mesdames et Messieurs, représentants de la presse, nous sommes très heureux d'avoir ce contact direct avec vous. Dans la vie moderne, la presse est d'une importance décisive. L'on sait d'abord que toute la civilisation universelle, toutes les valeurs dont sont fiers les peuples, résultent de l'acte de communication entre hommes et hommes, entre peuple et peuple. C'est vrai que chaque homme est une partie d'un peuple, et chaque peuple est une partie de l'humanité. La presse a donc un rôle important, non seulement pour informer, mais former objectivement l'opinion. Et toute formation n'a de valeur qu'en concourant efficacement à la transformation qualitative de l'homme. Compte bien que si la pensée même est identique, les aspirations sont identiques, les formes d'expression de cette pensée ne sont plus identiques. Et on voit dans l'habitat, dans le mode vestimentaire, alimentaire, dans toutes les caractéristiques qui démontrent la vitalité d'un peuple, les marques qui lui sont particulières. En France, nous avons voulu émettre un message, celui de notre peuple. Ce message comporte l'expression d'une volonté résolue de coopération. De coopération sur la base de l'égalité et dans la dignité. La Guinée, dans l'histoire, a connu une éclipse, celle qu'a représentée la domination qu'elle a eu à subir pendant une soixantaine d'années. Et depuis le 28 septembre 1958, la Guinée s'est engagée dans la voie d'une indépendance nationale, d'une souveraineté nationale.
Un premier phénomène que l'opinion française ignore, c'est que celui qui vous parle a subi le fait colonial. Ses deux grands-parents, paternels et maternels, sont morts en exil. L'un au Gabon, l'autre à Madagascar. L'opinion française ignore un autre fait historique. C'est que l'Almami Samori Touré, empereur de Guinée, a été arrêté le 29 septembre 1898. Donc son pouvoir s'est arrêté le 28 septembre au soir, car le 29, à son arrestation, il ne faisait que 6 heures du matin. Et le référendum se tenait à la même date historique, jour pour jour. Coïncidence qui n'a pas de signification pour les autres, mais qui pour la Guinée a une profonde signification. Et c'est pourquoi le 28 septembre, unanimement, le peuple guinéen s'est prononcé pour l'indépendance. Comme vous le savez, il n'a pas tenu compte de nos aspirations. Et la Guinée a été, par ma voix, amenée à dire que tous les peuples approuvent ce projet, la Guinée, quant à elle, le rejettera. Que dans le texte de déclaration de l'indépendance de la Guinée, la France a eu une page d'honneur. Vous pouvez relire les textes. Hommage a été rendu à ceux qui ont eu le courage de nous consulter sur notre devenir, par la réalité guinéenne. Vous qui êtes là, de très bonne foi, vous pensez que la Guinée, c'est un pays de misère, un pays de dictature sanglante. Des hommes sanguinaires sont là, ne buvant que le sang de l'homme. Aucune démocratie. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous pouviez être instantanément sur le sol de la Guinée, dans n'importe quel village, vous comprendriez alors le rôle nocif joué par certaines presses. Mais j'ai toujours dit, étant journaliste moi-même, depuis 1945, je dirige mon journal. Étant écrivain moi-même, le 28e tome des œuvres du parti sortira ce mois-ci, à la date du 28 septembre, intitulé « Les exigences du développement historique ». Je comprends comme vous que la presse peut servir la cause de la nation comme desservir cette cause. Pour servir la cause de la nation et du peuple, il n'y a qu'une seule voie, celle de la vérité. Et la vérité traduit l'attitude de dignité de l'écrivain. Et ce n'est pas seulement la forme populaire, c'est le fond. Le pouvoir a été conquis par le peuple. Il est exercé par le peuple et pour le peuple. La Guinée est structurée en 4 échelons du pouvoir. Chaque village est un pouvoir révolutionnaire local, disposant de tous les attributs du pouvoir, exerçables sur le territoire villageois. Au suffrage universel par le peuple, ce sont eux qui rendront la justice populaire. Les membres sont tous élus par le peuple. Il en est ainsi des régions. Nous en comptons 33. Ce sont les pouvoirs révolutionnaires régionaux.
sont élus au suffrage universel. Les juges sont élus. À la base, au village, à l'arrondissement, à la région. Le pouvoir législatif est exercé par le peuple. Chaque semaine, et c'est le vendredi en Guinée, tous les niveaux des 33 pouvoirs révolutionnaires régionaux. Ensuite, les congrès de la jeunesse du village jusqu'à l'échelon national se tiennent. Le congrès de l'Union révolutionnaire des femmes se tient du village jusqu'à l'échelon national. Le congrès des syndicats, au niveau de chaque village, il y a un comité local des travailleurs qui comprend des sections compte tenu des branches. Au niveau de chaque arrondissement, il y a le s'exprime dans la parfaite harmonie entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. La dignité s'exprime dans l'exercice de la responsabilité de l'homme et du peuple. C'est pourquoi nos misères sont les nôtres. Nous les connaissons et nous nous organisons pour les liquider. Il y a des années, personne ne parlait de coopération, de solidarité et d'aide. Tout cela, c'est l'invention des dernières décennies. Montre de vitalité, de génie. C'est pourquoi la Guinée s'est fixée comme premier objectif la réhabilitation historique. Indiquer qu'il n'y a pas un schéma universel pour l'évolution. Ils ont tous été invités par la force à rejoindre la France sous peine de perdre leur nationalité. Une grande sommité du savoir, c'est le professeur Suré Canal, que vous connaissez, qui a appartenu au comité central du PCF, ami personnel, qui dirigeait une école normale supérieure. Il a été menacé et il a été amené à nous abandonner pour rejoindre la France. Nous étions obligés de demander aux amis soviétiques, polonais, vietnamiens, enfin des différents pays socialistes. Nous leur avons demandé de nous envoyer des professeurs qui venaient apprendre le français d'abord en Guinée avant de commencer à enseigner les sciences. Même les manuels d'enseignement, on nous les refusait. En France, lorsque nous faisions une commande de manuels, la commande était rejetée. Ce ne sont plus des différences de degrés, mais bien des différences de nature qui la séparent de la Guinée d'hier. Et c'est pourquoi en venant ici, nous ne devons pas vous cacher que nous étions très heureux d'avoir un contact utile. Nous appelons contact utile communication vraie, objective, sincère. Que la Guinée soit présentée telle qu'elle est, non pas selon l'image que voudraient lui imposer ou imposer à l'opinion française certains journalistes. Nous le disons donc, nous avons connu beaucoup d'adversités, jusqu'à une agression armée. Des centaines de mercenaires ont été recrutés, ont été cantonnés dans une île de Guinée-Bissau. Et le Portugal fasciste en voulait tellement à la Guinée, parce que la Guinée était la base des mouvements de libération des colonies portugaises. Les cadres du Mozambique, ceux de Sao Tomé-Principe, ceux de Guinée-Bissau et Cap-Vert, ceux de l'Angola se trouvaient en Guinée, à Conakry, à la faveur de l'indépendance guinéenne, où ils se sont constitués en parti de libération, en mouvement de libération. Et la Guinée est intervenue auprès de tous les pays pour pouvoir équiper ces mouvements de libération en armes et munitions. Et la Guinée était présente sur le front
travers ses forces militaires, pour appuyer la lutte de libération. Que le Portugal fasciste veuille détruire la Guinée, rien de plus normal. Mais c'est que le Portugal n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'autres alliés plus puissants qui ont contribué à la conception, à l'organisation de cette agression dont notre peuple a été victime. On aura à juger les mercenaires et complices. Mais le peuple de Guinée, doit les juger. Ainsi, pendant 8 mois, c'était le procès des mercenaires. Les dépositions des mercenaires passent à la radio pendant 48 heures. Elle est traduite dans toutes les langues nationales. Et la presse en langue nationale distribuée dans tous les villages pour permettre à tout citoyen de saisir le rôle joué par le dit mercenaire. Pendant 8 mois, la Guinée agissait ainsi. Et après, la date du procès populaire a été fixée. De telle date à telle date, les 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux ont prononcé leur verdict sur chaque cas. De telle date à telle date, les représentants des communes populaires viennent élargir l'assemblée de l'arrondissement, des députés d'arrondissement, pour harmoniser les verdicts et rendre le jugement au nom de l'arrondissement. Troisième étape, les représentants des arrondissements viennent élargir l'assemblée de députés régionaux et délibérer à ce niveau, prononcer les verdicts. Et enfin, l'Assemblée nationale élargie à tous les députés régionaux. Si l'Assemblée nationale est composée de 210 députés, les assemblées régionales au nombre de 33 avec un effectif de 30 députés représentent donc 990. Donc 1200 députés nationaux et régionaux constituent non plus l'Assemblée nationale, mais le tribunal révolutionnaire suprême. Oh, quel pays sauvage! La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Il a invité les puissances agressives à payer à la Guinée les dommages-intérêts. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. L'Organisation de l'Unité africaine a tenu une session spéciale le 12 décembre 1970 à Lagos. Et l'unanimité des membres était cette fois-ci présente. Une résolution votée à l'unanimité flétrit cette agression, les auteurs de l'agression, prononce la solidarité avec la Guinée et invite la Guinée à appliquer les sanctions extrêmes à tous ceux qui sont à la base de cette agression. Invite tous les pays à remettre à la disposition de la Guinée ceux qui, ayant participé à l'agression, se trouveraient dans ces pays-là. Je connais l'histoire de France, on me l'a enseigné. Je l'ai vécu en partie. J'étais ici en 1946, au 8e congrès de la CGT. Et en ce moment, la CGT était la centrale unique des travailleurs français. Je connais l'histoire de France. Et je sais qu'en août, septembre 1944, ce sont des dizaines de milliers de traîtres dont le compte a été réglé directement par les patriotes français. 17 000 communards sont passés aux armes, 110 000 autres traîtres exécutés par le peuple. Et je dis bien, dans Historia numéro 36, M. Tedjen déclare
Les rues sont jonchées de cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. Donc la France était fière de sa victoire sur les envahisseurs étrangers et sur les traîtres français. Nous ne pouvons pas comprendre que la presse française traîne dans la boue le peuple de Guinée pour avoir châtié ceux qui l'ont agressé le 22 novembre 1970. Et la presse laissait croire à l'opinion que c'était des Français qui étaient victimes. Je déclare solennellement que l'information est fausse et indigne. Aucun n'est français. Ce sont des Guinéens, voire des Guinéens cadres de leur pays. Évidemment, qui avaient épousé des Françaises. Mais si aujourd'hui, des Françaises étaient épousées par des cadres soviétiques, des cadres américains ou allemands, pour que compte lui soit rendu, pourquoi ces soviétiques, ces Américains, ces Allemands ou ces Anglais ont été condamnés par les juridictions de leur pays? Voyez-vous, la logique existe. J'ai beau être un pays petit, un pays économiquement pauvre, j'ai à moi la plénitude de la dignité de l'homme, de la dignité d'un peuple. Et j'aimerais voir la France de 1789 défendre la cause juste, légitime de ce peuple-là qui a été agressé et qui a le droit d'appliquer à ses fils traîtres ce que prévoit sa propre loi. Mais ce que je voudrais, s'agissant des Français, j'ai été humain, je ne le regrette pas. Je n'ai pas fait ça pour elles. J'ai fait en tant qu'obligation de ma conscience. J'ai même fait une conférence pour exprimer au peuple de Guinée la douleur qui doit être celle de ces étrangères qui avaient fait confiance à des Guinéens et qui aujourd'hui sont humiliés par la forfaiture commise par leurs maris au sein de leur propre peuple. Et comme les maris sont condamnés, ils n'ont plus de droits. Ils ont abandonné leurs droits en se mettant contre la liberté, la souveraineté de leur nation. J'ai dit donc, il faut reconnaître à ces épouses tous les droits. Parce que la législation guinéenne ne permettait pas à ces Françaises de revenir avec leurs enfants. Et les parents des traîtres guinéens avaient refusé le retour en France des enfants. J'étais obligé de tenir un meeting et de faire des circulaires dans tous les comités du parti pour expliquer à l'opinion que une telle attitude serait injuste. La Française qui est venue par confiance est aussi responsable de son enfant que le Guinéen, son mari. Et si le Guinéen a pu trahir sa nation, la Française doit avoir le droit, la plénitude de son droit, au moins, de s'occuper de l'éducation de son enfant ou de ses enfants. C'est ainsi, toutes sont venues avec les enfants, et tous les enfants, et aux frais du gouvernement guinéen. Elles sont venues, elles n'étaient pas tristes, elles étaient contentes de la bienveillance de la Guinée. Mais à un moment donné de la lutte contre notre régime, on les a regroupées en association. On s'en sert comme paravent. Elles-mêmes sont victimes et j'ai pitié d'elles. Voilà la vérité. Je serais très heureux que tout journaliste qui voudrait mieux connaître la Guinée puisse venir en Guinée. Ne plus écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Comment fonctionnent les institutions? Se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse. Je serais heureux que celui qui ne m'aime pas soit le premier à venir se rendre compte de cette réalité. Voilà, messieurs la presse, je m'excuse de vous avoir retenu longtemps, mais je sais que la plupart des points d'information contenus dans mon exposé n'étaient pas connus de vous et qu'il était de mon devoir d'émettre le message de mon peuple et de son régime. Maintenant, nous sommes à votre disposition
pour répondre à toute question, et je dis bien à toute question de votre convenance. Bon. Je suis à l'aise et je parle sans orgueil. En août 1960, le Congo, qui venait en juin, 30 juin, de proclamer son indépendance, connaissait déjà une profonde crise. Mon frère et ami, Patrice Lumumba, vint à Conakry. Il m'exposa ses difficultés. Il me demanda une forme d'aide qui consistait à inviter tous les gouvernements des pays indépendants d'Afrique à coordonner une action de soutien pour préserver l'indépendance du Congo. Ensemble, nous lançons donc un appel. Des femmes françaises et du sort de leur mari. Alors, je veux savoir, vous savez que vous avez reçu hier soir à Paris. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre au retour en Guinée à quelques précisions sur le sort de ces maris, par exemple la notification des décès, des certificats de décès, et leur envoi à ces femmes, et des éclaircissements véridiques sur le sort de ce mari? Deux questions de valeur. La première, mon appréciation de la presse. Deuxièmement, le problème des femmes françaises, avec sous-question précisant le rôle de cette femme. Lorsque des journalistes connaissent parfaitement la vérité et laissent une fraction de la presse induire en erreur l'opinion sans corriger l'erreur, pour moi, il s'agit de la presse française. Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Pas plus tard que l'autre jour, la presse française vient, un journaliste vient en Guinée, dimanche, me dit: je voudrais vous soumettre à une interview si vous voulez bien, mais excusez-moi, je dois quitter immédiatement Conakry. Je lui fais un peu de boutade. J'ai dit: vous êtes des dictateurs. Vous débarquez alors que j'ai des chefs d'État autour de moi. Vous dites: il faut l'interview tout de suite et vous devez prendre à telle heure votre avion. Je me mets au garde à vous. J'ai dit: j'obéirai. Bon, je lui donne l'interview. Et son programme a été respecté. Et voilà donc la télévision française qui, pour préparer mon arrivée, diffuse cette interview. Mais cette même télévision française, alors que je suis l'invité du président de la République française, donne la parole à des Guinéens qui sont ici pour m'insulter. Je ne le ferai jamais à un Français. Ceci dit en passant. Si j'invite le paysan, l'ouvrier français, à plus forte raison le chef de l'État français, il jurera de la dignité. Et le général de Gaulle, avec qui j'avais un divorce idéologique, l'a écrit dans ses mémoires. Il n'a été reçu nulle part, mieux qu'à Conakry. Et c'est l'hommage qu'il nous a rendu. J'ai pris mes responsabilités en disant aux Guinéens, quiconque prononcera un mot contre la dignité de la France ou du général de Gaulle, j'ai dit au MAS de régler son compte. Il aura insulté la nation guinéenne. Voilà la conception que j'ai. Et cet homme à qui vous faites le privilège de l'égaler aux représentants de la Guinée, vous payez par son mépris. Il se déclare à vous que lui, il appartenait au gouvernement guinéen. Il était ministre des Affaires sociales. C'est sur la bande. Écoutez. Un vulgaire inconnu qui n'a jamais appartenu à un gouvernement guinéen, puisque depuis 1957, Dieu merci, je préside aux destinées du gouvernement guinéen. Je le constitue au sein des directions politiques de mon pays.
Mais il n'a pas hésité à dire à vous qu'il est ancien membre du gouvernement guinéen. C'est le mépris avec lequel il vous a payé. Donc, quand je dis la presse, ceux qui connaissent la vérité et qui ne veulent pas la rétablir, n'assument-ils pas une certaine responsabilité? Bon. Maintenant, le problème des femmes. Vous avez dit, vous n'avez pas placé sous un angle personnel. Vous avez érigé la défense sous l'angle des droits de l'homme. Le premier pays à avoir tenu un colloque idéologique international avec plus de 300 participants, d'éminentes personnalités de tous les horizons, c'est la Guinée. Et le groupe afro-asiatique, par scission, a adopté les résolutions. Ne parlons pas des mouvements panafricains. Donc, le premier choc en Guinée, le voilà. Un jour, nous apprenons par la presse que l'Assemblée de la communauté a voté une résolution condamnant le gouvernement guinéen pour avoir violé les droits de l'homme. Une fois de plus, c'est le problème permanent. Je voudrais que cette Assemblée condamne un jour la France ou la Grande-Bretagne ou l'Allemagne pour des problèmes concernant 2 ou 3 personnes ici qui ont été jugées, condamnées par les juridictions d'ici. Je crois que la communauté ne le fera pas. Non, on le fait parce que nous sommes ce que nous sommes. Deuxièmement, ces femmes, à partir de la presse, laissent croire qu'elles sont victimes. Elles sont victimes de quoi? Je voudrais le savoir. Est-ce que leurs maris ont été poursuivis pour délit de presse, pour activité politique? Je voudrais le savoir. Où sont-ils impliqués dans le complot dont la Guinée a été victime? Je voudrais le savoir. Je viens de vous dire que tous ceux-là n'ont été poursuivis que pour complot. Et parmi l'une des femmes, elle se réclame d'un mari. Je vous apprends un secret. Voilà Madame Touré. Elle est là. C'est son oncle. Il s'agit de son oncle, du frère de sa maman. J'ai des parents dans les comploteurs. Chacun d'eux a des parents. Lui, il a des parents. C'est un événement extraordinaire qu'a vécu notre peuple. J'aurais préféré, je vous l'ai dit tout à l'heure, la lutte des idées. C'est là mes chers. Personne n'a le monopole de la vérité. Et la contradiction politique est une essence de dynamisation de la vie dans un pays. Mais pas la trahison. Pas se faire vendre au régime étranger, percevoir des sommes, prendre les armes contre son propre peuple. Ça, c'est l'indignité, la forfaiture. J'en parle toujours avec peine. Que cette femme, si elle était venue à Conakry, dire « Ah, j'ai besoin d'un certificat, j'ai appris ceci et cela », elle l'aurait eu tout de suite. Elle sait comment elle est venue avec les enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle sait qui a payé les transports. Donc, respect de ces rapports, elle serait venue, elle aurait eu ce qu'elle demandait. Mais elles vont saisir la communauté pour traîner dans la boue la Guinée. Je ne réponds pas. Elles saisissent certains journaux pour nous traîner dans la boue. Je ne réponds pas. Et vous voyez, depuis qu'on est là, à tout interview, on parle de cela. C'est cela qui fait le rapport entre l'Afrique, entre la Guinée et la France. Ne me donnez pas cette impression. Ma volonté est ardente, mon esprit est sain. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour tourner la page, car c'est nous qui avons été victimes. Ce n'est pas vous, c'est nous. Et nous voulons consciemment tourner cette page. Ne pas retenir tout ce qui a été dit de nous ou fait contre nous. Parce qu'il y a eu un changement. Deuxièmement,
parce que nous sommes tous conscients des circonstances que nous vivons et des grands problèmes que nous avons à résoudre dans l'intérêt de nos peuples. Je répète donc, le ministère des Affaires étrangères a déjà écrit au ministère des Affaires étrangères de France, informant le gouvernement du sort réservé à ceux qu'on appelle les 8 Français qui pour nous sont tous des Guinéens. Ils ont été condamnés, ils ont été exécutés. Après, on veut encore en savoir long. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Pour une Française, c'est de savoir si mon mari vit ou ne vit pas. Parce que la législation française ne peut pas la considérer veuve, la libérer ou lui donner quelques pensions si le certificat n'est pas établi. Mais le gouvernement vous a déjà écrit. Qu'est-ce que vous voulez maintenant savoir? Qu'est-ce que vous voulez? À moi de poser la question. Alors, pour savoir si vous allez envoyer justement ces certificats de décès à ces femmes, par exemple, J'écris au gouvernement avec timbre, avec signature, c'est pas suffisant. C'est du formalisme. C'est du formalisme. Le certificat, chez nous, on a dit, monsieur, on met le tampon, acte de l'état civil. Mais le papier d'état civil en Guinée est différent. La nomenclature chez nous est différente de la vôtre. Chaque pays. Une lettre officielle d'un gouvernement et un gouvernement n'est-il pas supérieur à tout? Bon, si vous voulez, je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. J'ai un thème là-dessus.